La personne dont nous parlons aujourd'hui est considérée comme l'une des personnalités les plus controversées de l'histoire. Imaginez qu'elle a réussi à voler un pays entier, escroquer le peuple et même le gouvernement. Nous parlons d'un vol d'une valeur de 4,5 milliards de dollars. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après avoir volé tout cet argent, il a disparu sans laisser de traces. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est quelque chose de difficile à croire, même dans les films. Alors, comment cette personne a-t-elle réussi à voler un pays entier? Comment a-t-elle pu escroquer le gouvernement? Et la question la plus difficile, comment a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Découvrons les réponses à ces questions dans cette vidéo, et je suis sûr que vous serez étonnés par les détails de cette histoire, car cette personne avait tout planifié depuis le premier jour de sa vie. Assurez-vous de l'écouter du début à la fin, chaque événement est important dans cette histoire. Notre histoire commence sur l'île de Penang en Malaisie, l'île où est né notre personnage principal d'aujourd'hui, nommé Jolo. Jo est né sur cette île en 1981. Il est d'origine chinoise, mais sa famille faisait partie des anciens immigrants en Malaisie. Jo venait d'une famille plutôt riche et son père était un homme d'affaires bien connu en Malaisie, possédant une entreprise immobilière. Ainsi, Jo est né dans l'opulence, contrairement à la plupart des criminels dont l'enfance est souvent marquée par la pauvreté et des conditions difficiles. Jo, au contraire, a grandi dans un environnement très riche. Il a fréquenté les écoles les plus prestigieuses dès son plus jeune âge, étudiant dans une école en Angleterre, où la majorité des élèves étaient issus de familles royales. En comparaison, si on disait que Jo venait d'une famille millionnaire, ses camarades venaient de familles milliardaires. Et ces détails sont très importants à connaître car ils ont permis à Jo de poser les bases de ses futures escroqueries. Il cherchait toujours à se faire des amis parmi ses camarades de classe, et pour se rapprocher d'eux, il devait les impressionner. Mais comment impressionner des gens issus de familles royales? Jo leur proposa de venir passer les vacances d'été avec lui en Malaisie, leur promettant des sorties en yacht et une vie de luxe. Bien sûr, ce n'était pas son propre yacht, il le louait, mais il leur faisait croire que c'était le sien pour les impressionner et leur faire dire « waouh ». Une fois, il les a même emmenés en boîte de nuit, où il y avait toutes sortes de célébrités. Il a alors prétendu être issu d'une famille royale et a réussi à obtenir une table VIP. Cela a tellement impressionné ses camarades qu'ils ont cru qu'il venait vraiment d'une famille très riche. Jo a compris dès le début de sa vie que le pouvoir et l'argent pouvaient ouvrir de nombreuses portes, des portes qui, si utilisées de manière stratégique, pouvaient lui permettre de réaliser des choses bien plus grandes qu'il ne l'aurait jamais imaginées. Jo a grandi et est passé de l'école à l'université, et de la même manière, il est allé dans l'une des universités les plus prestigieuses d'Amérique. Et tout cela, il le faisait juste pour se créer une marque ou une image devant les gens. Par exemple, l'une des choses qu'il faisait à l'université était d'écrire des articles et des analyses sur le marché boursier. Il prédisait quelles actions allaient monter et lesquelles allaient descendre, et il les publiait dans des journaux publics et même dans le journal de l'université. Étonnamment, la plupart de ses prédictions et analyses étaient correctes. Mais est-ce que Jo savait vraiment analyser les actions de cette manière? Bien sûr que non. En réalité, Jo volait ses analyses et articles d'autres journaux, puis les réécrivait à sa manière et les attribuait à lui-même. Je ne sais pas comment il n'a pas été attrapé, car ce qu'il faisait était du plagiat flagrant, mais c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi le nom de Jo a commencé à se répandre parmi les gens comme étant une personne intelligente et experte en actions boursières. Sa réputation et son nom se sont répandus de plus en plus avec le temps, et c'était son objectif dès le départ. Et si vous remarquez, mes amis, Jo, dès le début de sa vie, vivait de mensonges et de faux-semblants. Ce qui est exaspérant, c'est qu'il n'avait même pas besoin de prétendre. Jo a continué sur cette voie pendant un moment, et cette fois, puisqu'il était à l'université, il a décidé d'organiser lui-même une fête et d'inviter ses camarades. Nous avons grandi, le système des fêtes des autres ne nous intéresse plus, nous allons en organiser une nous-mêmes. Et en effet, Jo a loué un grand lieu pour la fête, a invité beaucoup de gens et a tout pris en charge de A à Z. Il s'assurait toujours que tout le monde soit satisfait et heureux. Ce n'était pas important pour lui d'être heureux,
ce qui comptait c'était que les autres le soient. Et en effet, la fête s'est terminée et tous les étudiants étaient ravis. Mais ce que les étudiants ne savaient pas, c'est que Joe n'a pas pu payer le montant pour la location du lieu et des articles nécessaires. Il avait payé un acompte au début, puis il n'avait plus d'argent pour payer le montant total. Alors il a continué à tergiverser jusqu'à ce que le propriétaire du lieu en ait marre et lui dise « Ok, paye même un montant moindre ». Mais bien sûr, tout cela se passait en coulisses. Aux yeux des autres, Joe restait le gars génial et riche qui les avait invités à une fête incroyable. Avec le temps, Joe a réussi à atteindre son objectif. Il s'est fait des relations et des amitiés avec des personnes influentes dans différents pays à travers le monde. Grâce à ses relations et aux gens qu'il connaissait, il a réussi à convaincre ses amis arabes de venir faire une visite au Moyen-Orient, en particulier aux Émirats. Mais bien sûr, le but de Joe n'était pas le tourisme comme ses amis pouvaient l'imaginer. Les amis de Joe étaient très impressionnés par le pouvoir et l'influence de l'État, que Dieu les maintienne et les augmente. Mais Joe essayait toujours de savoir qui contrôlait cet argent, qui prenait les décisions concernant les investissements. Et parmi les personnes les plus importantes qu'il a rencontrées lors de cette visite, il y avait ceux qui géraient le fonds d'investissement de l'Émirat d'Abu Dhabi. Ce fonds contient l'argent de l'Émirat tout entier, l'argent qui est soit investi dans le pays pour construire des projets et des immeubles, soit investi à l'étranger. Ce que vous devez savoir, c'est que la taille de ce fonds est très grande. Joe a donc mis son regard sur ce fonds et a commencé à convoiter l'argent qu'il contenait. Mais avant de mettre en œuvre son plan, Joe a dû retourner en Amérique pour obtenir son diplôme. En effet, Joe est retourné et a obtenu son diplôme universitaire, puis a commencé à planifier son grand coup. Après avoir terminé ses études, Joe a décidé qu'il était temps de passer à l'action et de commencer son escroquerie. Il avait déjà tissé des relations, il était temps de passer à l'étape suivante. La première chose qu'il a faite, c'est de créer sa propre entreprise qu'il a appelée Winton Group. Rien que le nom de l'entreprise montre l'escroquerie flagrante. Ok, concentrez-vous un peu. Le nom de l'entreprise, Winton, signifie en gros « je vais beaucoup gagner ». C'est vraiment ainsi qu'il l'a nommé, ce n'est pas une invention de ma part. Le gars était prêt à escroquer dès le départ. L'idée de son entreprise était d'être l'intermédiaire pour les personnes qui voulaient investir dans des projets en Malaisie. Vous donnez de l'argent à Joe, et il prend cet argent et l'investit en Malaisie. Et en effet, Joe a réussi à louer des bureaux luxueux dans des immeubles prestigieux en Malaisie. Bien qu'il ne puisse pas supporter les coûts de ces bureaux, il a pris un prêt auprès de la banque. Tout cela, il le faisait uniquement pour se donner une image de richesse extrême aux yeux des gens. Maintenant qu'il avait loué ses bureaux, Joe devait commencer à travailler pour son entreprise. Mais le problème était qu'il n'avait pas de clients avec qui travailler. C'est là que Joe a finalement pu tirer profit des relations qu'il avait construites au fil des années. Une des personnes qu'il connaissait s'appelait Riza Aziz. Ce dernier était le fils d'un homme politique connu en Malaisie nommé Najib Razak, qui était le vice-premier ministre de la Malaisie. Cela signifie une grande influence dans le pays. Joe savait que s'il pouvait atteindre cet homme, cela lui apporterait de nombreux avantages. Mais le problème était de savoir comment Joe pouvait atteindre cet homme. Ok, tu es ami avec son fils et tu le connais, mais cela ne suffit pas pour l'atteindre. Heureusement pour Joe, il a entendu dire que le gouvernement malaisien recherchait des investisseurs pour développer un grand projet industriel. Joe a alors dit, « Eh bien, mon entreprise est spécialisée dans l'apport d'investisseurs, alors laissons-moi présenter mon entreprise au gouvernement et leur dire que j'ai des investisseurs des Émirats prêts à investir dans leur projet. » En effet, après avoir entendu cela, le gouvernement a accepté ce que Joe avait proposé et il a pu, grâce à ses relations, obtenir des investisseurs des Émirats pour ses projets. Mais ce n'était pas tout. Écoutez ce qu'il a fait de vraiment astucieux. Joe a délibérément caché son nom en ce qui concerne cette affaire. Il n'a pas dit que son entreprise était impliquée ou qu'il avait apporté les investisseurs. Au contraire, il a laissé les gens croire que c'était Najib qui avait réalisé cette grande affaire. Cela a renforcé la réputation de Najib auprès du peuple malaisien. Et cet événement a été l'une des raisons qui ont permis à Najib de passer de vice-premier ministre à premier ministre. Pour la première fois, nous voyons Najib remarquer Joe.
Najib savait que ce que Joe avait fait n'était pas une mince affaire. De cette manière, Joe a réussi à attirer l'attention de Najib et à se rapprocher de lui. Si vous pensez que ce qu'il a fait est facile et naturel, détrompez-vous, ce n'est pas aussi simple que je vous le raconte. Imaginez qu'en quelques années, il a réussi à établir une relation avec l'une des personnes les plus puissantes du pays. Mais est-ce que Joe s'est arrêté là? Bien sûr que non. Joe n'a pas seulement cherché à se rapprocher de Najib, mais aussi de sa famille. Par exemple, il a acheté des bijoux coûteux pour l'épouse de Najib et a même pris en charge les frais de scolarité de la fille de Najib, et a assisté à sa cérémonie de remise des diplômes. À ce stade, Najib en est venu à faire totalement confiance à Joe, au point de le considérer comme son bras droit. Joe voulait exploiter cette confiance à son avantage, il n'avait pas de temps à perdre. Il a proposé à Najib de créer un fonds d'investissement pour le pays, similaire à ceux existants aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans de nombreux autres pays. L'objectif était d'investir des fonds dans le monde entier, d'augmenter l'économie de la Malaisie, de renforcer son pouvoir, d'augmenter le tourisme et d'améliorer la situation du pays. Najib a trouvé l'idée excellente et ils ont créé un fonds d'investissement malaisien appelé un MDB. Mais il y avait un gros problème. Dans des pays comme l'Arabie saoudite, ils disposent de liquidités qu'ils peuvent investir, ils ont de l'argent. Malheureusement, ce n'était pas le cas en Malaisie. Le gouvernement n'avait pas de fonds à investir, le pays était vraiment dans une situation difficile. C'est pourquoi un MDB a décidé d'emprunter $1 milliard. Ils emprunteraient ce milliard, investiraient dans des projets, puis récupéreraient cet argent avec des bénéfices, rembourseraient le milliard et amélioreraient la situation de leur pays. Très bien, problème résolu. Mais la question la plus importante était, qui allait être responsable du fonds? Au début, Najib était réticent à confier cette responsabilité à Joe. Mais Joe a continuellement essayé de convaincre Najib que s'il le mettait en charge du fonds, il utiliserait une partie de l'argent pour améliorer l'image de Najib dans le pays, en construisant des maisons pour les personnes dans le besoin et en augmentant la loyauté des gens envers Najib. Najib a aimé l'idée et a finalement dit « Très bien, Joe, prends ce fonds et sois-en entièrement responsable. » Notez bien qu'il en était entièrement responsable. En effet, Joe est devenu le président de un MDB et a embauché des personnes de confiance pour l'aider à gérer ce fonds. Tout cela signifie que Joe avait maintenant le contrôle d'un fonds d'1 milliard. Alors, qu'allait-il faire avec cet argent et comment allait-il le voler sans que personne ne le remarque? Au début, un MDB expliquait aux gens qu'il allait construire la plus grande tour de Malaisie et qu'il allait aussi construire un centre commercial. Tout cela semblait formidable et promettait d'améliorer la situation du pays. Mais en réalité, ce n'était pas ce qui s'est passé. Comme Joe avait des relations solides avec le Moyen-Orient, en particulier le Golfe, il a conclu un accord avec une société saoudienne appelée PetroSaudi. Cette société est spécialisée dans l'extraction de pétrole. L'accord était qu'un MDB investirait $1 milliard avec PetroSaudi, permettant ainsi à la société de réaliser des projets et de croître, puis de restituer l'argent à la Malaisie avec des intérêts. Cela semblait bien, mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Le problème était que ce milliard représentait la totalité des fonds dont disposait un MDB. Était-il logique que Joe investisse tout cet argent dans une seule transaction? Dans le monde de l'investissement, personne ne ferait une chose pareille. Cependant, Joe a décidé de le faire, et personne ne pouvait lui dire non, car comme je l'ai mentionné plus tôt, Joe avait le contrôle total des fonds. En effet, Joe a informé Najib qu'il allait investir ce $1 milliard dans PetroSaudi. Najib a approuvé l'accord et tout semblait bien se passer. Mais Joe n'a pas fait ce qu'il prétendait. Écoutez bien ce qu'il a fait. Joe a envoyé $300 millions à PetroSaudi comme premier paiement, puis a transféré les $700 millions restants à une société appelée Goodstar. Joe avait affirmé que Goodstar était une société entièrement détenue par PetroSaudi et qu'elle avait des dettes à régler. En les payant, il sauvait Goodstar de ses dettes. Vous pensez peut-être que tout va bien jusque-là, mais détrompez-vous. Tout ce que Joe avait dit au sujet de Goodstar était faux. Cette société n'était pas détenue par PetroSaudi, n'avait aucune dette, et en réalité,
Goodstar était une société écran, créée uniquement pour recevoir de l'argent sur papier. Et devinez quoi? Goodstar était entièrement détenu par Joe. Oui, vous avez bien entendu. Joe a écrit dans les rapports de IMDb qu'il avait acheté des actions de Goodstar pour 700 millions de dollars, prétendant que c'était une société incroyable qui méritait un tel investissement. Mais en réalité, ces actions étaient des actions au porteur. Les actions au porteur sont différentes des actions ordinaires. Avec des actions ordinaires, lorsque vous les achetez, votre nom est enregistré dans les registres de la société en tant que propriétaire. Mais avec les actions au porteur, elles ne sont inscrites nulle part et appartiennent à la personne qui détient physiquement le certificat. Cela signifie que n'importe qui possédant ce document en devient le propriétaire, que ce soit par achat ou par vol. Personne ne pouvait savoir qui était le véritable propriétaire de ces actions. Imaginez combien d'actions au porteur il y avait dans Goodstar. Il n'y en avait qu'une seule, celle que Joe avait achetée pour 700 millions de dollars. Donc, en résumé, Joe a transféré l'argent de IMDb à sa propre société, Goodstar, c'est-à-dire qu'il a transféré l'argent à lui-même. Une partie de l'argent de IMDb a été transférée à PetroSaudi pour masquer l'opération. J'espère que vous comprenez ce qui s'est passé, car j'ai essayé de simplifier au maximum. Ainsi, Joe a réussi à cacher l'affaire de manière légale et intelligente, sans que personne ne le soupçonne. Et même si quelqu'un voulait le soupçonner, tous les employés avec lui étaient des personnes de confiance. Alors, après avoir transféré l'argent, quelle était la prochaine étape pour Joe? En réalité, il n'y avait pas de prochaine étape. Il suffit de dire que Joe est devenu l'une des personnes avec le plus d'argent liquide au monde. Contrairement à des personnes comme Elon Musk dont la richesse est investie dans des actions ou des projets, Joe avait son argent en liquide. Alors Joe a commencé à vivre une vie de luxe, achetant des palais, des voitures de sport, et même un yacht. Et avec l'argent qu'il avait en trop, il a acheté un hôtel juste pour s'amuser. Que Dieu nous donne la même chance, vraiment. Mais vous ne trouverez pas Joe dans son yacht ou son hôtel. Vous le trouverez probablement dans des boîtes de nuit, enchaînant fête après fête. On dit que pendant 8 mois, entre 2009 et 2010, Joe a dépensé plus de 85 millions de dollars, soit plus de 10 millions de dollars par mois. Il vivait dans un autre niveau de richesse. Il pouvait perdre 1 million de dollars en jouant et cela ne le dérangeait pas du tout. 1 million de dollars, ce n'était rien pour lui. Mais Joe ne s'est pas arrêté là. Il a pensé et planifié d'inviter des célébrités à ses fêtes. Il leur payait 100 000 dollars par soirée pour qu'ils viennent, ce qui lui permettait de se créer un nouveau réseau de connaissances parmi les célébrités. Et il a réussi à inviter de nombreuses célébrités, dont l'acteur Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, des chanteurs célèbres et des stars des réseaux sociaux. Presque toutes les célébrités que vous pouvez imaginer sont venues à ces fêtes. Il leur payait des sommes astronomiques, leur offrait des cadeaux, des bijoux, des voitures et bien d'autres choses. C'est pourquoi les célébrités adoraient aller aux fêtes de Joe, de l'argent facile et des fêtes incroyables. Comme nous l'avons déjà dit, Joe veillait toujours à ce que tout le monde soit heureux. Le fait de se rapprocher de ces célébrités a rendu Joe célèbre non seulement en Malaisie, mais aussi dans le monde entier. Ses relations se sont multipliées et son pouvoir aussi. Cela a permis à Joe de tirer profit de ses relations avec les célébrités. Comme Joe admirait beaucoup la vie des célébrités, il a décidé d'entrer dans leur monde. Et quel meilleur endroit que Hollywood pour entrer dans ce monde? Joe a donc décidé de financer un film, non pas pour y jouer, mais pour le produire en finançant le projet. Donc, il a entendu dire que son ami Leonardo DiCaprio voulait faire un film, mais aucune des sociétés de production n'était prête à leur donner le montant qu'ils demandaient. Alors Joe a dit, « Pas de problème, je m'en occupe, compte sur moi, Léo. » Peut-être qu'il n'a pas dit exactement ça, mais c'était l'idée. Le film qu'il voulait réaliser s'appelait « Le loup de Wall Street » et le budget nécessaire pour le produire était de 100 millions de dollars, ce qui est un budget énorme pour un film destiné uniquement aux adultes. Mais cela n'importait pas à Joe. Il a immédiatement créé une société de production qu'il a appelée Red Granite Pictures. Et d'ailleurs, cette société existe toujours et vous pouvez consulter son site web.
Joe et ses associés dans la société de production ont financé le film et leur ont donné l'argent dont ils avaient besoin. Par chance, le film a été un succès incroyable. Ils en sont venus à un point où Joe a reçu une mention spéciale dans les remerciements à la fin du film. Et même Leonardo, lorsqu'il a remporté un prix pour son rôle dans ce film, l'a remercié devant tout le monde. À ce moment-là, Joe s'est senti comme la personne la plus puissante du monde. Il avait atteint les plus hauts niveaux de pouvoir et d'influence. Il n'y a rien de plus fort que d'avoir son nom inscrit en remerciement spécial dans un film à succès mondial et d'être remercié lors d'une cérémonie de remise de prix par l'acteur le plus en vogue de l'année. Ensuite, bien sûr, Joe a continué avec son style de vie de fête sans fin. Cependant, après avoir atteint une telle renommée, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler à son sujet. Si vous cherchiez son nom sur Google, vous ne trouveriez pas beaucoup d'informations à son sujet. Habituellement, les célébrités ou les proches des célébrités voient la presse publier les moindres détails sur eux. Mais avec Joe, ce n'était pas le cas. Personne ne savait rien de lui ni d'où venait son argent. Les célébrités qui assistaient aux fêtes ne se souciaient pas non plus de savoir d'où venait l'argent, tant qu'ils les payaient et qu'ils s'amusaient. C'est vraiment effrayant de voir à quel point le pouvoir et l'influence peuvent vous donner de telles libertés. Après le succès du film, Joe a décidé qu'il voulait passer à l'étape suivante. Il n'allait pas s'arrêter là, croyez-moi. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il passait à l'étape suivante. Alors, quelle était la prochaine étape ? Après le succès du film, Joe a rencontré un problème, son argent commençait à s'épuiser. Les 700 millions de dollars commençaient à disparaître parce qu'il dépensait énormément. Mais en même temps, Joe devait maintenir son style de vie luxueux. Il ne pouvait pas se permettre de revenir à une vie simple et ordinaire après un tel succès. Il devait donc trouver un moyen de récupérer de l'argent pour au moins compenser l'argent qu'il avait pris de un NDB avant que quelqu'un ne le remarque. C'est alors qu'il a eu une idée. Joe a décidé de contacter un homme nommé Tim Leissner, qui était le président d'une banque renommée appelée Goldman Sachs. Il était responsable des branches asiatiques de la banque, l'une des plus puissantes et célèbres au monde. Joe a envoyé un jet privé pour Tim et lui a demandé de venir pour discuter d'un sujet lié à un MDB. Joe a suggéré que Goldman Sachs émette des obligations pour un MDB afin que les investisseurs individuels puissent investir avec eux. En d'autres termes, la banque servirait d'intermédiaire entre les obligations de un MDB et l'argent des investisseurs. Le concept des obligations est simple, la banque les propose aux gens et c'est comme si vous prêtiez de l'argent à un MDB. Ensuite, la banque vous rembourse avec une part des bénéfices. Un MDB a dit aux investisseurs que cet argent serait utilisé pour construire des centrales électriques, des hôpitaux, et bien d'autres choses. Pour rendre l'offre encore plus attrayante, un MDB a contacté le fonds d'investissement d'Abu Dhabi et leur a demandé de participer à la transaction pour augmenter la crédibilité des obligations. Il voulait que ce fonds attribue une note de sécurité à cet investissement. Par exemple, s'il donnait une note A, cela signifierait que l'investissement est très sûr. En revanche, une note D indiquerait un investissement risqué. En résumé, il voulait que le fonds d'Abu Dhabi fournisse cette évaluation. Le fonds d'Abu Dhabi a accepté. Avec cela, l'offre devenait irrésistible. On parlait de un MDB, le fonds d'investissement malaisien, de la banque Goldman Sachs, et maintenant du fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Imaginez que tous ces acteurs se réunissent pour ces obligations, la garantie était donc très élevée. En 2012, un MDB a proposé aux gens d'acheter des obligations d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars, un montant colossal. Les investisseurs ont effectivement acheté ces obligations. Le problème était que le fonds d'investissement d'Abu Dhabi ne savait pas ce qui se passait en coulisses. Joe, en tant que principal et unique responsable de un MDB, n'avait besoin de rendre de compte à personne. Il a donc transféré 1,4 milliard de dollars à une société offshore fictive qui lui appartenait. De nouveau, en 2013, un MDB a émis des obligations supplémentaires d'une valeur de 3 milliards de dollars, portant le total des obligations à 6,5 milliards de dollars. Encore une fois, en 2013, Joe a transféré une partie de cet argent à une société offshore fictive lui appartenant.
Il n'y avait ni construction de centrales électriques, ni d'hôpitaux, ni rien du tout. Ainsi, Joe est devenu milliardaire en toute discrétion. Que fait Joe ensuite? Il reprend ses dépenses extravagantes. Il achète des maisons, organise des fêtes coûteuses, et ainsi de suite. Mais cette fois, il a fait quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer. En 2013, le jour du Nouvel An, Joe était dans son jet privé avec des célébrités, en route pour l'Australie. Ils ont célébré le Nouvel An en Australie, puis, immédiatement après, ils ont pris l'avion pour l'Amérique pour célébrer le Nouvel An une deuxième fois le même jour. C'est du pur délire. Cependant, malgré ces arnaques, Joe pensait que l'argent des obligations couvrirait les pertes de 1 MDB. Mais cela n'allait pas suffire. On parle de vol et de transfert de 4,5 milliards de dollars. Bien sûr, je comprends que vous vous demandiez comment toutes ces transactions ont pu se produire sans éveiller de soupçons. Vous vous demandez probablement pourquoi personne, pas même la banque, n'a remarqué les manipulations. La réponse est que la banque était au courant de tout. Oui, vous avez bien entendu, la banque savait tout sur les transferts effectués par Joe et était au courant de toute l'escroquerie. C'est pourquoi Joe a versé des dessous-de-table à Tim pour son bon traitement. En fait, les obligations étaient une arnaque dès le départ, et la banque savait que les fonds investis ne seraient jamais remboursés. C'est incroyable qu'une grande banque et un fonds gouvernemental se soient associés pour orchestrer cela. Le plus choquant, c'est que Najib était également au courant d'une partie de cette escroquerie. Ce qui s'est passé n'était pas uniquement le plan de Joe, il y avait beaucoup de personnes impliquées pour faire avancer cette fraude. Najib, en tant que fondateur de 1MDB, ministre des Finances et Premier ministre, a joué un rôle clé. Joe discutait de ses plans avec Najib, obtenait son approbation en tant que fondateur, puis passait les documents au ministre des Finances, qui était aussi Najib, pour approbation, et enfin, au Premier ministre, encore Najib, pour finaliser les accords. Cela montre comment Najib était impliqué à chaque étape, même s'il n'avait pas prévu que Joe volerait une somme aussi énorme. En 2015, des emails entre Joe et Najib ont été divulgués, révélant clairement la fraude. Des milliers de citoyens malaisiens ont protesté, ne pouvant pas accepter cette tromperie, surtout venant de Najib, en qui ils avaient confiance. En mai 2018, Najib a perdu de manière significative lors des élections, une première en 60 ans pour son parti. Cela a conduit à un changement complet du système en Malaisie. Peu après, la police a perquisitionné la maison de Najib et a trouvé des bijoux et de l'argent d'une valeur de 274 millions de dollars. Ils ont également découvert un transfert de 700 millions de dollars vers son compte personnel. Najib a été arrêté et condamné à 12 ans de prison pour plusieurs crimes, y compris cette affaire. Quant à Tim, le directeur de la banque, il a avoué sa culpabilité et a été condamné à payer 43 millions de dollars. Il aurait dû être emprisonné, mais son aveu a réduit sa peine. La banque a également été condamnée à payer environ 2 milliards de dollars pour couvrir l'escroquerie. Mais qu'est-il arrivé à Joe? Joe a disparu en 2015, 3 ans avant que Najib ne soit arrêté. Selon certaines sources, il pourrait se cacher en Chine, car des photos de lui ont été prises à des fêtes là-bas. Il semble qu'il continue à vivre dans le luxe. Malheureusement, l'argent qu'il a volé est toujours entre ses mains, et la Malaisie n'a pas réussi à le récupérer. Ils n'ont même pas pu expliquer comment l'argent a été retiré avant la divulgation du scandale et la fermeture des comptes bancaires. La Malaisie doit maintenant rembourser une dette de 11 milliards de dollars. C'est tragique que le peuple malaisien, qui espérait un développement positif et une amélioration de son économie, ait été trahi par des personnes comme Joe.